On aimerait répondre à la question comment pouvons-nous, par exemple, distinguer entre les différents problèmes qui sont réputés difficiles, NP complet. Donc, d'une certaine manière, comment passer au-dessus de cette barrière de la complexité. Et quelques réponses possibles sont soit d'utiliser des méthodes d'approximation, c'est-à-dire de relâcher un petit peu la contrainte qui vous dit qu'on cherche une solution exacte, ou aussi également admettre des algorithmes qui font des erreurs, des algorithmes probabilistes, qui nous donnent pas forcément une réponse sûre, mais dont on peut borner et réduire exponentiellement la probabilité d'erreur. Donc les principales questions que j'aimerais aborder, c'est si on admet, enfin si on croit que P est différent de NP, comment passer au-dessus de cette barrière de complexité? Est-ce que les méthodes d'approximation permettent d'obtenir des algorithmes plus efficaces? Aborder un autre type de problème, à savoir les problèmes de comptage, c'est-à-dire le problème de compter les solutions d'un problème de décision, par exemple. Dans quel cas pouvons-nous utiliser des algorithmes probabilistes? Et enfin, aborder le problème de la complexité en espace, qui est un problème plus redoutable que celui de la complexité en temps, et donner un exemple où la complexité en espace joue un rôle important, celui de la vérification. Donc, je vous rappelle un petit peu le cadre dans lequel on a travaillé hier. Donc, les origines de la complexité peuvent être attribuées à Stephen Cook en 1971, où il a montré que le problème de satisfaisabilité d'une formule propositionnelle était justement un prototype de nature logique pour les problèmes NP complets. Les résultats de Richard Karp qui a montré à l'aide de l'outil de la réduction qu'un grand nombre de problèmes d'optimisation, de problèmes combinatoires et de problèmes de recherche de solutions sont tous aussi difficiles les uns que les autres. Et d'une certaine manière, il a montré donc qu'il y avait une équivalence de difficultés pour ces problèmes. Et enfin, rappeler que la question de la P égale NP a été abordée sous une forme logique, si vous voulez, par Kurt Gödel dans une lettre qu'il a écrite à von Neumann, alors que von Neumann était très malade à l'hôpital et il lui demandait des nouvelles de sa santé. Et au bout d'une demi-page, évidemment, il lui formulait quand même une question mathématique. Et cette question mathématique était de savoir si, lorsqu'une formule de la logique du premier ordre est prouvable, est-ce qu'on peut borner la longueur des preuves, évidemment, par exemple, par une borne linéaire ou quadratique dans la taille de la formule. Donc j'aimerais un tout petit peu rappeler de façon un peu plus précise quels peuvent être les rapports entre la complexité structurelle au sens des classes de complexité telles que P et NP et la complexité descriptive. C'est-à-dire la question est-ce qu'on peut refléter la complexité d'un problème à l'aide de la complexité de l'énoncé mathématique qui exprimerait ce problème. Et en fait, par exemple, sur l'exemple que je vous avais proposé, sur l'exercice que je vous avais proposé concernant le trois-coloriage d'un graphe, on voit bien qu'il est facile d'exprimer par une quantification existentielle sur des sous-ensembles
l'existence de 3 sous-ensembles qui réaliseraient une partition du domaine est telle que tout arrêt de la relation représentant le graphe soit telle que les extrémités de cet arrêt soient de couleurs différentes. Donc ce résultat, sur cet exemple qui est assez facile, si on constate qu'en fait c'est un résultat tout à fait général pour, si on considère les propriétés sur les structures finies, eh bien un problème de décision associé à cette structure est dans la classe NP, si et seulement si il est définissable par une formule existentielle du second ordre. Et la formule qui se trouve derrière du premier ordre est une formule assez simple du type quel que soit, il existe. À partir de là, toute une direction de recherche s'est développée pour essayer de caractériser de manière logique les principales classes de complexité. Et cette recherche a été initiée par Neil Immermann, Moshe Vardi et bien d'autres. Mais à l'heure actuelle, évidemment, il n'y a pas si vous voulez, de résultat qui vous dirait on a une caractérisation logique de la classe P qui nous permettrait de comparer le pouvoir d'expression de cette caractérisation logique avec celui de la classe NP et qui nous permettrait d'en déduire évidemment quelque chose sur la conjecture P égale NP. Donc les différents types de problèmes auxquels on va s'intéresser, parce que jusqu'à présent, on a parlé uniquement de problèmes de décision, mais on peut aborder d'autres types de problèmes. Les problèmes d'optimisation sont des problèmes de recherche, puisque vous cherchez éventuellement à trouver une solution maximale ou minimale dans un ensemble de solutions qui satisfassent un certain nombre de contraintes. D'autre part, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut s'intéresser non plus à trouver une solution, mais à compter le nombre de solutions qu'on peut avoir à un problème. Donc on verra que ce type de problème intervient par exemple dans les problèmes de vérification. Et enfin, on pourrait se poser la question de engendrer les solutions, par exemple, de manière uniforme, quand éventuellement trouver une solution s'avère difficile, et est-ce qu'on peut engendrer les solutions de manière efficace. Donc le plan un petit peu de l'exposé, c'est de rappeler une notion de réduction, de s'intéresser plutôt, s'intéresser aux problèmes d'optimisation associés aux problèmes de décision, et d'aborder à ce moment-là, de définir ce qu'est un schéma d'approximation, qui est un peu plus général que la notion d'algorithme d'approximation, de définir les problèmes de comptage, préciser ce que serait une méthode d'approximation adaptée aux problèmes de comptage, et enfin d'illustrer, si vous voulez, l'utilisation de ces schémas sur le cas de la vérification. Donc je vous rappelle une liste de problèmes qu'on a mentionnés dans le premier exposé. Vous choisissez votre problème préféré parmi ces problèmes de décision, et après on va envisager les problèmes d'optimisation associés. Donc le problème du voyageur de commerce, donc vous avez un graphe évalué avec des coûts sur les arrêts, un entier K, et on cherche un circuit hamiltonien dont le coût global soit inférieur à K. Le problème de recouvrement de sommet ou d'arrêt, c'est de dire on a un graphe, un entier K, existe-t-il un recouvrement de taille inférieure ou égale à K, c'est-à-dire un sous-ensemble de sommets, tel que chaque fois qu'on considère une arête, l'un ou moins de ces deux extrémités se trouve dans l'ensemble considéré. Celui du sous-graphe complet, c'est-à-dire on voit cette fois-ci, on cherche un sous-graphe complet de taille plus grande ou égale à un entier donné, qu'on s'est donné en entrée. Le problème de
colorabilité, c'est-à-dire un graphe et un entier K plus grand ou égal à 3, parce que dans le cas K égale 2, on connaît un algorithme en temps polynomial. Donc la question est l'existence d'un coloriage, d'un 3 coloriages sur les sommets du graphe. Enfin, le problème de satisfaisabilité, où vous avez une formule propositionnelle qui est sous forme conjonctive, c'est-à-dire une conjonction de formules élémentaires qui, elles, sont des disjonctions de variables propositionnelles ou de négations de variables propositionnelles. Et la question est, existe-t-il une évaluation satisfaisant cette formule? Donc, comme on l'a vu précédemment, l'outil principal est la notion de réduction, c'est-à-dire lorsqu'on prend un premier problème, problème A, on considère une instance de ce problème donc vous considérez un premier problème A, vous considérez une instance X du problème, vous considérez un second problème, comme par exemple, on avait pris l'exemple du problème de recouvrement de sommet et celui du problème du sous-graphe complet. Et on cherche s'il existe une fonction f calculable en temps polynomial qui nous fait passer de l'instance x à une instance f de x de b, est telle qu'il y ait équivalence entre l'existence d'une solution de A pour x et l'existence d'une solution de B pour f de x. Alors, ce qui se passe dans la grande majorité des cas, c'est que les réductions qu'on trouve, si vous voulez, comme par exemple celle qu'on avait mentionnée entre le recouvrement de sommet et le problème du sous-graphe complet, vous avez une fonction, une réduction qui est one-to-one, c'est-à-dire qui vous fait passer exactement d'une instance du problème qui vous fait correspondre exactement une solution du premier problème pour l'instance x à une solution du second problème pour l'instance f de x. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si vous prenez le cas vous pouvez aller voir la réduction qui est faite pour le problème du circuit hamiltonien, ce n'est pas le cas. Mais en général, dans la plupart des autres cas, cette réduction est une à une. Donc on dira que A se réduit à B s'il existe une fonction f calculable en temps polynomial telle que x est une solution de A si et seulement si f de x est une solution de B. Et A est NP complet si A, donc un problème A sera dit NP complet, s'il est dans la classe NP et si tout autre problème de la classe NP se réduit à A. Et en général, on dit que A est NP dur. Donc les exemples classiques sont les exemples que j'ai mentionnés, qu'on a vus précédemment. Maintenant, si on s'intéresse à un problème d'optimisation, j'ai choisi volontairement un autre problème que les problèmes précédents pour montrer comment on peut obtenir un algorithme d'approximation pour un problème bien connu qui est le problème du sac à dos. Donc sur ce problème, on a un ensemble d'objets, de n objets. Pour chaque objet, on a une valeur entière, VI, et un volume pour cet objet, WI. On se fixe une borne pour la taille globale, pour le volume global de l'ensemble des objets. Ce qu'on aimerait trouver, c'est un ensemble d'objets S tel que la somme
des valeurs des objets soit maximale, tout en respectant la contrainte globale sur le volume. Donc la forme générale d'un problème d'optimisation, c'est, vous voyez, c'est un triplet, c'est-à-dire quelque chose qui a, à chaque entrée x, vous associe un ensemble de solutions possibles, c'est-à-dire les solutions qui satisfont les contraintes, une fonction de valeur qui est définie sur l'ensemble des solutions de x à valeur dans n, et un but qui est soit de maximiser ou soit de minimiser. Alors, il y a un algorithme classique pour résoudre le problème du sac à dos, et cet algorithme est pseudo-polynomial en temps. C'est-à-dire qu'en fait, il est polynomial dans la taille de l'entrée du problème. La taille de l'entrée, ici, c'est n. Et il est polynomial dans le plus grand entier qui fait partie des données du problème. Donc, si vous voulez, les données du problème, ce sont l'ensemble des valeurs, l'ensemble des volumes et aussi la borne qu'on s'impose. En l'occurrence, ici, on va trouver un algorithme qui sera polynomial, qui sera en grand trou de N2V. V étant la valeur maximale. Donc c'est tout à fait une idée, enfin je suppose que vous connaissez cet argument de programmation dynamique qui vous dit que pour chaque objet I et pour chaque valeur possible entre 1 et une borne qui est n grand V, on va définir un volume total minimum obtenu en sélectionnant des objets parmi les I premiers objets. Et donc, dont le volume total minimum sera la valeur petit v. Donc on définit cette quantité grand V, grand W, pardon, qui dépend de la valeur et de l'objet I en faisant, si vous voulez, en minimisant la valeur que vous avez obtenue à l'étape I et la valeur que vous obtenez à l'étape, si vous voulez, vous prenez le minimum entre la valeur que vous avez obtenue à l'étape précédente et la valeur où vous avez retiré de petit v la valeur de l'objet que vous considérez à l'étape I plus 1 et plus la valeur correspondant au volume de cet objet. Donc en fait, on voit facilement, si vous voulez, que le temps de calcul est en grand O de N2 et V, puisque vous avez N objets et vous avez NV, la valeur plus possible, la plus grande valeur possible est petit n grand V, donc c'est clairement polynomial dans N2V. Alors cet algorithme qui est tout à fait classique permet d'obtenir un schéma d'approximation. Alors qu'est-ce que c'est qu'un schéma d'approximation? Ce qu'on voudrait dire, un algorithme qui vous donnera une approximation, par exemple, pour une valeur, vous choisissez une valeur de votre paramètre d'erreur qui est compris entre 0 et 1, donc une valeur epsilon, vous aurez un algorithme d'epsilon approximation, c'est quelque chose qui va fournir une solution dont la valeur, si vous voulez, l'erreur relative par rapport à la valeur optimale sera inférieure à epsilon. Donc, on peut, si vous voulez en plus obtenir un schéma d'approximation, vous fournirez le paramètre epsilon en entrée et vous direz qu'on aura un schéma d'approximation, c'est-à-dire que pour n'importe quelle valeur epsilon compris entre 0 et 1, vous avez un algorithme d'epsilon approximation. Et ce schéma sera dit en temps polynomial si son temps de calcul est un polynôme est borné par un polynôme dans la taille de l'entrée,
il sera dit pleinement polynomial si son temps de calcul est borné à la fois par la taille de l'entrée, par un polynôme qui est dans la taille de l'entrée et en 1 sur epsilon, epsilon étant le paramètre d'erreur. Donc il y a un résultat qui est dû à Ibarra et Kim qui dit que à partir de l'algorithme pseudo-polynomial pour le problème du sac à dos, on obtient facilement un schéma d'approximation. Parce que, enfin, l'idée, c'est que si les valeurs étaient petites, c'est-à-dire en fait bornées par un polynôme en n, on obtiendra un algorithme en temps polynomial. Et donc, en fait, simplement, on va négliger, si vous voulez, les bits les moins significatifs parmi les valeurs VI. C'est-à-dire, on va remplacer les valeurs VI par des valeurs UI qui sont obtenues de cette manière-là. Et on va utiliser l'algorithme précédent sur cette nouvelle entrée avec ces nouvelles valeurs VI, bon, les volumes WI et la borne B. Et on obtiendra, si vous voulez, facilement un algorithme qui va être, dont le temps de calcul sera toujours en N2. La valeur V a été remplacée par V sur 2 puissance B, et donc vous obtiendrez un algorithme qui est quadratique en N et produit de 1 sur epsilon. Simplement parce que, si vous voulez, les nouvelles valeurs UI, si vous voulez, elles sont comprises entre VI et VI moins la quantité de puissance B. Donc c'est facile, c'est quelque chose qui est assez facile à vérifier. Donc on a un exemple où les méthodes d'approximation apportent un plus par rapport, si vous voulez, à un algorithme qui était simplement pseudo-polynomial. Maintenant, on voudrait montrer que certains problèmes, même en utilisant une méthode d'approximation, sont aussi difficiles que la résolution exacte. Donc on a un exemple candidat, qui est l'exemple du voyageur de commerce, si vous voulez, TSP, pour lequel on cherche cette fois-ci, on va chercher un circuit hamiltonien de coût global minimum. Et le résultat va nous dire, à l'aide d'une réduction, et si vous voulez, j'insiste un peu sur cet exemple parce que c'est toujours vous voyez que l'outil principal utilisé, comme d'habitude, est la réduction, c'est-à-dire en gros, on va dire, ah, si on réussissait notre coût, eh bien, alors on aurait résolu la conjecture P égale NP. En l'occurrence, s'il existait un algorithme d'epsilon approximation pour minimiser le problème du voyageur de commerce, alors on aurait P égale NP. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre d'un côté le problème du circuit hamiltonien, c'est-à-dire, si vous voulez, situer le problème circuit hamiltonien ici à gauche, et étant donné un graphe G pour lequel on se pose la question de savoir s'il existe un circuit passant une fois une seule par tous les sommets et revenant à l'origine, on va lui associer un nouveau graphe, G', sur le même ensemble de sommets, un graphe qui sera complet et sur lequel simplement on rajoute des coûts sur les arêtes en disant, eh bien, le coût sur l'arête IJ sera 1 si effectivement il y a une arête dans le graphe d'origine, et sera n sur 1 moins epsilon si l'arête n'est pas dans le graphe G d'origine. Et donc, si vous regardez bien, maintenant, ce qu'on doit... Bon, il est clair que, premièrement, cette transformation, si vous voulez, cette fonction est une fonction facilement calculable en temps polynomial. La construction elle-même, c'est assez clair.
Deuxièmement, maintenant, il faut qu'on vérifie que si par hasard, on avait, si l'algorithme d'approximation pour min TSP vous fournit une solution de valeur inférieure à n sur 1 moins epsilon, c'est forcément que la solution optimale pour le problème TSP est égale à n. D'accord? Vu si vous voulez, la façon dont sont définis les coûts. Et donc, c'est donc qu'il existe un circuit hamiltonien dans le premier graphe. Par contre, si l'algorithme d'approximation vous fournit quelque chose qui est supérieur à n moins epsilon, si vous voulez, c'est que le coût d'une solution optimale sera supérieur à n, et donc c'est qu'il n'existe pas de circuit hamiltonien dans le premier graphe. Donc c'est clair? Donc par ce biais, on a montré donc que si on avait un algorithme d'approximation pour le problème de minimisation du voyageur de commerce, donc ici, on aurait le collapse entre ces deux classes. Donc ici, j'ai mentionné, si vous voulez, différents exemples, simplement pour montrer un peu tous les cas qui peuvent se produire. C'est-à-dire un cas comme dans le cas du recouvrement de sommet, où ici, il existe un algorithme d'epsilon approximation avec epsilon et demi, un cas où il existe un algorithme d'epsilon approximation pour maxsat. Maxsat étant le problème où vous voulez maximiser le nombre de composantes qu'il y a dans la satisfaction maximiser la satisfaction d'un nombre de composantes dans votre formule SAT. Okay, le cas max click, c'est-à-dire la recherche d'un sous-graphe complet de taille maximum, où là, si on est dans le même cas que celui du voyageur de commerce, si vous voulez, on obtient le même résultat. Enfin, ici, pour le problème maxat, si l'on suppose qu'on avait un schéma d'approximation pleinement polynomial, alors de la même façon, on pourrait montrer que P égale NP. Donc, vous voyez, cette notion de schéma d'approximation pleinement polynomial, donc, qui est caractérisé par le fait que le temps est borné par un polynôme dans la taille de l'entrée et l'inverse du paramètre d'erreur, nous permet, dans certains cas, d'améliorer les résultats. En fait, si vous voulez, l'objectif était de dire, bon, tous ces problèmes qui sont dans cette classe et qui sont NP complets, qui sont difficiles, est-ce qu'on peut les distinguer? Donc, ceci est une manière de les distinguer. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là, puisque là, je vais passer maintenant, si vous voulez, au problème de comptage de solutions. Oui. C'est-à-dire que si on suppose qu'il est approximable, l'argument de la réduction consiste à dire, voilà, si je suppose que
cet algorithme d'epsilon approximation me fournit une solution approchée et à 0,9 près, eh bien j'obtiendrai un algorithme, en temps polynomial pour un problème NP complet. Non, je ne crois pas qu'il existe de résultats sur l'approximation en moyenne, si vous voulez, parce que la difficulté est de définir justement la notion d'approximation en moyenne, c'est-à-dire ça veut dire par rapport à toutes les instances possibles. Donc moi je n'ai pas de connaissance de tel résultat. Ben, ce que je pense, c'est qu'il y a probablement justement il y a des instances plus faciles que d'autres, et donc en pratique, ce qui va se passer, c'est qu'en pratique, votre algorithme d'approximation va fonctionner sur beaucoup d'instances. Alors maintenant, justement, comme on est toujours dans le cas de la complexité dans le pire des cas, si vous voulez, je me place dans ce cadre-là. Et donc, ça n'empêche, une des choses que, bien sûr, je veux souligner, c'est que, si vous voulez, ces recherches sur la complexité dans le pire des cas ne préjugent absolument pas de la recherche qui peut se faire par exemple, il existe si vous voulez, il y a 25 ans de recherche, plus de 25 ans de recherche sur les SAT solvers, ça n'empêche absolument pas les gens de fournir des SAT solvers qui vont être justement dans la pratique et efficaces par rapport, par exemple, à certains problèmes de vérification ou d'autres. Voilà, donc ce n'est pas parce que un problème est NP complet qu'il n'y a pas justement de recherche d'algorithmes obtenus soit par des heuristiques, soit par des méthodes d'approximation, soit par des méthodes probabilistes. C'est ça la réponse. Autre. Donc là, on va, si vous voulez, on va changer, si le Chine veut bien, changer de type de problème. Et là, on va s'intéresser, vous voyez, au problème de compter le nombre de solutions. Donc cette classe, donc, qui est relative au problème de comptage, a été définie par Leslie Valiant dans les années 80. Donc on va noter Sharp ou DSP, suivant vos préférences, la classe des problèmes de comptage associés aux problèmes de décision qui sont dans la classe NP. Donc SharpSat est un problème tout à fait prototype. Donc vous voulez compter le nombre de valuations qui vont satisfaire éventuellement votre formule propositionnelle. Et bien, alors il faut définir, bien évidemment, chaque fois que vous définissez une nouvelle classe de complexité, il faut donner une notion de réduction adaptée. Donc là, la notion de réduction, si vous voulez, est un peu, pour les problèmes de comptage, est un peu plus compliqué à exprimer, mais en gros, vous voyez que prenons la notion de... On va s'intéresser essentiellement ici à des réductions que je vais appeler parcimonieuses. C'est-à-dire des réductions qui respectent le fait que, quand, de manière analogue au cas où, si vous voulez, de la réduction entre le cas du problème de recouvrement de sommet et de sous-graphe complet, une solution pour le premier problème correspondait exactement à une solution pour le second problème. Donc c'est le cas d'une réduction une à une, si vous voulez, où en l'occurrence c'est un cas
particulier, si vous voulez, de réduction parcimonieuse. Et donc, à l'aide justement de ce type de réduction, on voit facilement que le problème Sharp-SAT, associé au problème SAT, sera un problème Sharp-P complet. D'accord? C'est-à-dire parmi les plus difficiles dans la classe Sharp-P. Donc pour ce type de problème, on va chercher à avoir des algorithmes efficaces, et cette fois-ci, notre méthode d'approximation sera une méthode probabiliste. C'est-à-dire, vous voyez, on va rajouter au fait qu'on va relaxer encore. Le premier type de relâchement avait été, si vous voulez, de dire, au lieu de chercher une solution exacte, on cherche une solution approchée. Et là, maintenant, on va permettre à notre algorithme probabiliste, qui va faire des tirages probabilistes, de faire des erreurs. Mais ce qu'on va vouloir assurer, c'est que quand on a une instance d'un problème de comptage, et qu'en plus on s'est donné deux paramètres, epsilon et delta, alors le paramètre delta, vous pouvez en fait, au lieu de paramètre delta, vous pourriez dire simplement je fixe, si vous voulez, un tiers ou un quart. Voilà, c'est pas ce paramètre ne joue pas le même rôle que le paramètre d'approximation. Et vous voulez que votre algorithme vous fournisse une valeur A de x, et qui dépendra aussi de epsilon et de delta, telle que si vous considérez l'espace des tirages associés à votre algorithme probabiliste, la probabilité que la valeur qui vous est fournie par l'algorithme, si vous voulez, soit comprise entre 1 moins epsilon, le nombre de solutions pour l'instance x du problème, et 1 plus epsilon, le nombre de solutions pour l'instance x du problème. C'est-à-dire, en fait, que vous ayez que le résultat de votre algorithme, la probabilité que le résultat de votre algorithme soit une bonne approximation, c'est-à-dire une approximation relative de la valeur que vous cherchez, qui est le nombre de solutions pour x, eh bien, cette probabilité soit plus grande que 1 moins delta. Donc, par exemple, vous pourriez dire soit plus grande que 2 tiers ou 3 quarts. Voilà. Donc ici, vous avez deux paramètres, un paramètre d'erreur et un paramètre d'approximation et un paramètre de confiance, si vous voulez, dans le résultat de votre algorithme. Le paramètre de confiance, c'est 1 moins delta. Donc vous voulez assurer une bonne approximation avec très grande probabilité. Donc je donne deux exemples classiques, si vous voulez, dans lesquels ces méthodes d'approximation fournissent des résultats. Vous avez premièrement le problème de... Alors pourquoi j'ai cité ce premier problème de l'approximation du nombre de valuations qui satisfont cette fois-ci une formule propositionnelle sous forme disjonctive et non pas sous forme conjonctive, c'est-à-dire forme disjonction d'éléments qui eux-mêmes sont des conjonctions de variables propositionnelles ou des négations de variables propositionnelles. C'est parce qu'en fait il est utilisé pour le second problème. Bon. Et donc vous fournissez, vous voulez obtenir, il existe un algorithme qui en plus c'est un schéma d'approximation en temps polynomial, si vous voulez, en temps polynomial, en temps pleinement polynomial. C'est-à-dire qu'il est, cette fois-ci, alors je vous rappelle peut-être que cette fois-ci, ce qu'on cherche, c'est que le temps de calcul soit borné par un polynôme dans la taille du problème, la taille de l'entrée, 1 sur epsilon, où epsilon est le paramètre d'erreur, et le log de 1 sur delta, où delta est le paramètre de confiance. Donc, Karplubby et Madras, donc en 89, ont fourni un tel schéma pour ce problème Sharp-DNF, le nombre de valuations satisfaisant une formule sous forme normale disjonctive. Et ce résultat a été utilisé par Karger, si vous voulez, pour donner un schéma d'approximation dans un problème qui est
enfin qu'il avait appelé la fiabilité d'un réseau, c'est-à-dire on suppose qu'on se donne un graphe dont les arêtes ont une probabilité, chaque arête a une probabilité de disparition. Alors on va supposer que, dans un premier temps, si vous voulez, qu'elles ont toutes la même probabilité de disparition. Et la sortie, c'est que la probabilité que le graphe reste connexe. Donc vous voyez qu'effectivement, c'est un problème intéressant, si vous voulez, pour les réseaux. Et donc Karger a donné un schéma d'approximation probabiliste en utilisant, si vous voulez, en calculant, en se basant sur une approximation si vous voulez, en utilisant le nombre de coupures que vous pouvez avoir dans un graphe et en essayant d'approximer ces nombres dans le graphe. Et au passage, il utilise, si vous voulez, une version probabiliste du problème du problème précédent. Donc c'était pour dire que vous avez des exemples assez classiques, des exemples de problèmes de comptage assez classiques, pour lesquels on a obtenu de tels schémas d'approximation probabiliste. Maintenant, si on s'intéresse au problème, si vous voulez, qui est un peu le prototype de ces problèmes de comptage, eh bien, en fait, on arrive à montrer que s'il existait un tel schéma, c'est-à-dire un schéma probabiliste, d'approximation probabiliste pleinement polynomial pour ce problème, alors NP serait égal à la classe RP. C'est-à-dire, si vous voulez, la classe RP, comme je l'avais déjà dit, enfin mentionné, c'est la classe probabiliste analogue à la classe P. C'est-à-dire, c'est la classe des problèmes de décision pour lesquels il existe un algorithme de type Monte-Carlo, c'est-à-dire avec erreur d'un seul côté, qui fonctionne en temps polynomial. Et l'exemple, si vous voulez, c'est que le problème de composition d'un nombre entier est dans la classe RP. Donc le problème de primalité est dans la classe co-RP. Donc en fait, si on regarde bien comment on définit une telle classe, RP, ça correspond exactement au problème pour lequel il existe un algorithme probabiliste fonctionnant en temps polynomial, tel que sur une entrée X, si l'entrée X satisfait la propriété P, alors la probabilité sur l'espace probabiliste des tirages de l'algorithme que l'algorithme accepte l'entrée plus grande ou égale à 1,5. Et si par contre X ne satisfait pas la propriété, alors la probabilité que l'algorithme l'accepte est égale à 0. Alors en fait, si vous prenez le cas justement de la composition, le problème de composition, si vous voulez, ça veut dire simplement que si l'entier que vous proposez à votre algorithme est composé, votre algorithme va vous trouver, en fait, il va vous trouver un témoin, donc il vous répondra « je suis composé ». Si par contre, l'entier que vous proposez est premier, eh bien, il fera peut-être une erreur, mais la probabilité d'erreur sera bornée strictement par 1,5. Enfin, ça dépend du test probabiliste que vous considérez, mais ça n'a pas d'importance. Dans le cas de l'algorithme de test de Soloway-Strassen, c'est borné par 1,5. Dans le cas de celui de Rabin-Miller, c'est 1/4. Mais comme je l'ai dit, si vous voulez, le rôle joué par le delta n'est pas du tout le même que celui de l'autre paramètre, parce que justement, par réduction de la probabilité d'erreur, vous pouvez facilement montrer que justement, si vous avez quelque chose dans la probabilité d'erreur, c'est-à-dire la probabilité que X satisfasse d'autres propriétés et que A rejette X, cette probabilité est inférieure à 1,5,
bon, si vous trouviez qu'elle était inférieure à un quart, de toute façon, en itérant un nombre k fois, c'est-à-dire polynomial, vous allez réduire exponentiellement cette probabilité d'erreur. Donc, dans le cas des problèmes de comptage, si vous voulez, la situation est la suivante. On a donc des exemples où on obtient, où les schémas d'approximation permettent d'obtenir des algorithmes en temps pleinement polynomial. Hein. Et puis, dans le cas du problème Sharp-SAT, on montre que, si vous voulez, si on avait un schéma d'approximation en temps pleinement polynomial pour ce problème, alors une hypothèse de complexité hautement improbable serait vraie. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de donner quelques exemples concernant, si vous voulez, un problème ou un type de problème où ce n'est plus la complexité en temps qui joue un rôle essentiel, mais c'est la complexité en espace. Donc, je présente simplement, si vous voulez, la problématique de la vérification qu'on appelle par modèle shaking. Donc, au départ, vous prenez un protocole, par exemple un protocole de communication, si vous voulez, tel que il existe, par exemple, sur Ethernet, un protocole de détection de collision ou d'évitement de collision. En général, vous avez une représentation succincte de ce protocole. C'est-à-dire qu'il se décrit dans un langage d'entrée d'un vérificateur par un programme de taille raisonnable, c'est-à-dire d'une demi-page ou d'une page. D'autre part, vous avez une propriété. C'est-à-dire que vous avez une propriété temporelle du type... Alors, l'exemple type de propriété, c'est dans le futur, je veux accéder à un bon état. Ou une propriété, c'est une propriété d'accessibilité, ou une propriété de sûreté du type, dans le futur, je n'accéderai jamais à un mauvais état. Par exemple, à un état où je serais, si vous voyez, il y aurait blocage, voilà, ou des problèmes d'exclusion mutuelle, enfin ce type de problème. Donc d'un côté, vous avez un protocole que vous allez décrire, vous allez usuellement construire un modèle en représentant ce protocole par un système de transition. C'est-à-dire transition, passage d'un état dans l'autre. Et de l'autre côté, vous allez décrire votre propriété par une formule d'une logique temporelle assez simple. Et un modèle shaker, c'est simplement un algorithme qui va vous dire, prenant le modèle et prenant la formule, il va vous répondre oui si la propriété est satisfaite, et non, avec une trace d'erreur, si la propriété n'est pas satisfaite. C'est ça qui est important. Alors, je passe immédiatement, si vous voulez, au cas où, en plus, comme ça se passe souvent dans le cas des protocoles de communication ou des algorithmes distribués et tout, votre système de transition, c'est-à-dire je passe d'un état dans un autre, a une probabilité de passage d'un état dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des composants probabilistes. Donc, alors là, j'ai mis un exemple très simple, mais c'est pour illustrer, si vous voulez, vous voyez, je suis dans un état initial, je veux transmettre quelque chose. J'ai une probabilité 0,98 que la transmission s'effectue correctement, de 0,01 que j'ai une erreur. Dans ce cas, je retourne dans l'état initial. Sinon, si je suis dans l'état de succès, je vais rester dans cet état-là, si vous voulez. Si je suis dans l'état de transmission, j'ai une probabilité 0,01 de revenir dans l'état de transmission. Donc, j'ai un système de transition probabiliste, c'est rien d'autre que, c'est un système de transition, on a mis des probabilités sur les arêtes. Hein. Alors, premièrement, ce qu'il faut voir, c'est que si je déplie, j'ai un tel système, si vous voulez, si je déplie les exécutions possibles, je vais obtenir un arbre des exécutions possibles partant d'un état initial. Et sur cet arbre, je peux... Alors, c'est facile de définir un espace probabiliste des chemins d'exécution d'origine S0.
Donc les résultats, si vous voulez, classiques dans le domaine de la vérification, d'ailleurs que ce soit, si vous voulez, dans le cas classique, modèle shaking, si vous voulez, non probabiliste ou modèle shaking probabiliste, vous allez obtenir des résultats du type suivant. Alors là, comme on est dans le cas probabiliste, vous avez deux types de questions. Est-ce que la vérification est qualitative, c'est-à-dire est-ce que la probabilité que vous cherchez, la probabilité d'accéder dans un bon état ou la probabilité de ne jamais accéder dans un mauvais état, elle est strictement positive? Alors ça vous donne exactement la même complexité que dans le modèle shaking classique, c'est-à-dire que la complexité est linéaire dans la taille du modèle, exponentielle dans la taille de la formule, mais en général, les formules, elles sont très petites. Donc, ce n'est pas la taille de la formule, de la propriété qui va nous gêner, si vous voulez, parce que c'est des formules très simples. Dans le cas de la vérification quantitative, qu'est-ce qu'on va vouloir savoir? On va vouloir calculer la probabilité d'accessibilité dans un bon état ou de sûreté, ne jamais arriver dans un mauvais état. Et dans ce cas-là, la complexité sera polynomiale dans la taille du modèle et exponentielle dans la taille de la formule. Polynomiale dans la taille du modèle, c'est simplement parce que pour calculer cette probabilité, vous avez à résoudre des systèmes d'équations linéaires. Donc il n'y a pas de secret, vous allez être polynomial dans la taille du modèle. Vous voyez que le problème essentiel, c'est dû en fait au fait que dans ces types de problèmes de vérification, quand vous passez de votre représentation de votre protocole au modèle, il se passe un phénomène d'explosion combinatoire. C'est-à-dire vous passez instantanément à des modèles qui sont de taille, si vous voulez, 10 puissance 25 ou 10 puissance 80. Voilà. Je donne un exemple. C'est un exemple jouet, mais qui est assez représentatif du phénomène. C'est l'exemple du... Vous avez... Bon, on a appelé ça le dîner des philosophes, mais c'est le problème, si vous voulez, de partage de ressources entre des machines qui sont en anneaux. C'est-à-dire, il y a autant de... Chaque machine a 2 ressources, si vous voyez, il y a autant de ressources que de machines. Mais pour qu'une machine fonctionne, elle a besoin des 2 ressources. C'est-à-dire, bon, vous pouvez représenter ça par des philosophes qui ont des assiettes et puis des fourchettes d'un côté et de l'autre. Et simplement, pour fonctionner, ils auraient besoin des 2 fourchettes. Un philosophe a besoin des 2 fourchettes. Pour résoudre ce problème d'accès aux ressources, qu'il n'y ait pas de blocage dans le futur, c'est-à-dire que si la propriété intéressante s'exprime de la façon suivante, si j'ai une machine qui, à un moment donné, exprime un besoin de ressources, je suis sûr que dans le futur, il y aura une machine qui pourra effectivement avoir accès aux ressources. Okay ? Eh bien, pour résoudre ce problème, il n'y a pas d'algorithme déterministe connu. Le seul algorithme, c'est un algorithme probabiliste, qui se représente si vous voulez, sous forme de module. C'est-à-dire il y a un module pour chaque philosophe. Chaque philosophe, en gros, chaque module a environ une dizaine d'états possibles. Et vous combinez ces modules ensemble. Eh bien, instantanément, vous voyez que par le produit des automates associés, vous allez avoir un modèle qui sera de l'ordre, si vous avez 25 philosophes, qui sera de l'ordre de 10 puissance 25. Eh bien, le meilleur, si vous voulez, le modèle shaker probabiliste le plus représentatif à l'heure actuelle, qui s'appelle PRISM, qui a été conçu à Birmingham et que maintenant les gens de l'équipe sont à Oxford. Mais le meilleur, justement, il rend l'âme à 25 philosophes, même avant. Simplement, il rend l'âme sous la forme suivante, il vous dit « j'ai plus de mémoire ». Donc là, vous voyez que le problème de la complexité est un problème complexité en espace. Et donc, ce qu'on va chercher, c'est une méthode d'approximation probabiliste qui n'utilise qu'une représentation succincte du modèle. Donc, en fait, on va restreindre notre problème. D'abord, ce qu'on va chercher, c'est non plus premièrement, on va chercher non plus une approximation relative, mais on va chercher une approximation absolue, parce qu'en fait, on s'intéresse à calculer une probabilité qui est de toute façon comprise entre 0 et 1, donc
d'avoir une approximation absolue nous suffira dans la pratique, et on va restreindre l'espace des chemins d'exécution. Si vous voulez, on va le borner par une longueur, on va borner sa longueur par un entier K. Et on va dire, on va s'intéresser dans un premier temps à des propriétés soit monotones, parce que les propriétés d'accessibilité sont monotones, au sens où si elles sont vérifiées à un moment, elles continuent à être vérifiées, parce que si j'ai accédé à un bon état à une étape K, j'ai accédé à une telle étape dans une étape ultérieure. Et si je suis dans le cas d'une propriété de sûreté, c'est-à-dire qu'il y a une propriété qui est anti-monotone, elle est de la forme de la négation d'une propriété monotone, et je m'intéresserai à la négation pour regarder quelle est la probabilité associée de satisfaction de cette négation. Et donc, si je me borne, si vous voulez, à des propriétés en temps borné, ce que je vais obtenir très facilement, c'est un algorithme. C'est pour vous montrer que c'est juste un exemple pour montrer les algorithmes probabilistes en général, ils sont très simples. Souvent, ils sont très simples dans la pratique. Après, il faut prouver qu'ils sont corrects. Mais vous avez un algorithme générique d'approximation qui vous prend en entrée la propriété phi, votre diagramme, c'est-à-dire si vous voulez, juste un générateur qui vous dit oui, je suis dans tel état, je sais dans quel état je vais avec telle probabilité, et puis vos deux paramètres, le paramètre d'approximation et le paramètre de confiance. Et vous allez engendrer un certain nombre de chemins de longueur K. Sur chaque chemin, vous allez regarder si votre propriété est satisfaite, vous allez faire le bilan. C'est-à-dire vous allez calculer le nombre de chemins sur la proportion de chemins qui va satisfaire votre propriété. Et alors, la quantité qu'on a mis, si vous voulez, c'est-à-dire le nombre d'itérations nécessaires, le nombre d'itérations nécessaires qui se trouve ici, vous constatez facilement qu'il est polynomial en 1 sur epsilon et en log de 1 sur delta. Et à l'aide justement, c'est une estimation de type Monte-Carlo, et en utilisant une façon de borner la probabilité d'erreur qui est due à Chernoff ou à Hoeffding, vous obtenez un algorithme, un schéma d'approximation, si vous voulez, en temps pleinement polynomial pour la propriété en temps borné, c'est-à-dire sur les chemins d'exécution de taille K. Et vous n'utilisez pour ce faire qu'une représentation succincte du système. D'accord ? C'est-à-dire que la représentation de votre protocole qui était dans le langage d'entrée de votre vérificateur. Donc la conséquence, c'est que vous avez cet algorithme est un schéma d'approximation probabiliste pleinement polynomiale pour la propriété considérée, pour la propriété bornée. Maintenant, si vous voulez approximer vraiment votre propriété, parce que votre propriété, comme elle est monotone, si vous allez augmenter K, elle va tendre vers la propriété que vous cherchez. Il suffit d'aller suffisamment loin. Alors la vitesse de convergence est régie par, si vous voulez, est régie par l'ordre de multiplicité de la deuxième valeur propre de votre matrice de transition. Et l'algorithme de point fixe que vous obtenez en itérant ce schéma est cette fois-ci un schéma qui n'est plus en temps polynomial, mais il est en espace logarithmique. Et donc vous avez gagné, si vous voulez, pour la propriété finale que vous cherchez. Donc c'est juste pour vous donner un exemple d'application. Néanmoins, vous voyez qu'on a fait des restrictions pour obtenir cet algorithme, ce schéma d'approximation probabiliste. Si je regarde le problème général, c'est-à-dire que je m'intéresse à n'importe quelle propriété exprimable dans la logique temporelle, et si je veux une approximation relative, réellement, eh bien, on peut montrer à ce moment-là que pour ce problème général, si vous voulez, on est dans la même situation que pour Sharpsat. C'est-à-dire que l'existence d'un tel schéma d'approximation probabiliste pour calculer cette probabilité de n'importe quelle propriété entraînerait RP égale NP. Et en fait,
Bon, l'idée est inspirée de ce qui se passe pour Sharpsat. Encore une fois, il faut faire une réduction. Bon, voilà, tout revient, vous voyez, dans un grand nombre de fois à trouver des réductions bon, astucieuses. Bon, alors voilà, si vous voulez, un résumé un petit peu de la situation dans le cas de la vérification. Le problème du model checking, en général, c'est un problème qui est P espace complet. La vérification, alors dans le cas de la vérification probabiliste, la vérification qualitative, comme on l'a vu, c'est de l'ordre, bon, c'est linéaire dans la taille du modèle, exponentielle dans la taille de la propriété. Et dans le cas de la vérification quantitative, c'est polynomial dans la taille du modèle. Et puis, si on cherche à avoir un schéma d'approximation pour n'importe quelle propriété et en approximation relative, eh bien, on aurait un résultat analogue, si vous voulez, qui vous dit qu'il y a peu de chances de trouver un tel schéma d'approximation générale. Donc les restrictions où ça marche, quoi, donc je les ai résumées là, c'est que on cherche une approximation absolue de la probabilité, on s'intéresse à des propriétés monotones ou antimonotones, et à ce moment-là, on obtient quelque chose qui est un schéma en temps logarithmique, schéma d'approximation en temps logarithmique. Dernière chose, alors là, je voudrais aborder, si vous voulez, un domaine qui est un autre type de méthode qui est utilisée pour faire des gains en complexité importants. Alors c'est quelque chose qui s'appelle à l'origine le property testing, qui est à l'origine, c'est Goldreich et Goldwasser et Dan Aron qui sont à l'origine de ce style de testeur probabiliste. Cette fois-ci, si vous voulez, on va changer de paradigme, on va plus s'intéresser à une approximation sur le calcul. Vous voyez, on s'est intéressé, là, précédemment pour la vérification, à approximer le calcul de la probabilité qu'on cherchait. Et là, on va s'intéresser à savoir si on a un modèle, comme par exemple un automate, on a une propriété, et on voudrait savoir si on a une approximation possible sur la structure, c'est-à-dire sur les données. C'est-à-dire, on voudrait répondre à la question, est-ce que notre automate est proche, ou une certaine propriété, si vous voulez, est proche de satisfaire une certaine propriété. En l'occurrence, typiquement, est-ce qu'un mot, si vous voulez, est epsilon proche du langage de l'automate? Vous êtes donné un automate, OK, avec dans l'idée que ce qu'on veut faire pour gagner en complexité, c'est obtenir un algorithme probabiliste qui, dans le cas où la propriété est satisfaite, votre algorithme accepte, et dans le cas où la propriété est loin d'être satisfaite, alors l'algorithme rejette avec grande probabilité. Et ce qui est important dans ce cas, c'est que, si vous voulez, les testeurs probabilistes, enfin la plupart des testeurs probabilistes obtenus dans ce domaine, si vous voulez, sont des testeurs dont le temps de calcul est indépendant de la taille du modèle. Mais il dépend de 1 sur epsilon. Il peut être éventuellement, si vous voulez, même important par rapport à 1 sur epsilon. Et donc, pour donner des exemples, il faut bien évidemment, pour faire une approximation sur les données, il faut que vous ayez une notion de distance sur les données. Donc en gros, quand est-ce que vous considérez que deux mots sont proches? Alors en gros, les gens ont étudié différents types de distances. Ils ont étudié en particulier la distance d'édition, ce qu'on appelle la distance d'édition, insertion, suppression, modification, et puis aussi la distance d'édition avec déplacement. C'est-à-dire je peux déplacer des sous-mots à l'intérieur de mon mot. Et alors un certain nombre de résultats obtenus, si vous voulez, dans ce domaine sont dus donc à Fischer, Magnès et de Rougemont, donc c'est le Logic in Computer Science en 2006. Mais depuis, il y a d'autres résultats, mais si vous voulez, je cite ceux-là qui sont sur la vérification, disons, classique. Donc, on obtient des testeurs probabilistes pour l'approximation de la satisfaction et de l'équivalence logique, un testeur pour la distance sur les mots,
pour dire quand est-ce que deux mots sont proches ou deux mots. Un testeur pour l'appartenance a un langage régulier. Il y a des extensions possibles au langage contexte-free et même au langage d'arbre, avec des applications, si vous voulez, dans le cas des bases de données. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que, si vous voulez, ce qu'on gagne, par exemple, en complexité, c'est que, par exemple, pour la reconnaissance d'une entrée, c'est-à-dire, est-ce qu'un mot appartient à un... Enfin, est-ce que deux mots sont proches? Donc, si vous voulez, vous avez des algorithmes classiques en temps linéaire. Là, vous obtiendrez un temps indépendant dans la longueur du mot. L'appartenance à un langage régulier, vous passez d'un temps exponentiel à un temps polynomial. L'équivalence entre deux automates, parce qu'après, une fois qu'on a défini le fait, si vous voulez, pour un mot d'être epsilon proche du langage d'un automate, on peut aussi définir, si vous voulez, est-ce que deux automates sont approximativement équivalents. Donc là, on passe d'un problème qui est p-espace complet on obtient des testeurs probabilistes en temps polynomial. Et enfin, équivalence de deux automates à pile, on passe d'un problème qui est indécidable à un temps exponentiel. Donc c'est juste pour vous donner un avant-goût, si vous voulez, du style de méthode qui peut être utilisé, vous voyez, pour obtenir des gains en complexité, et dans lesquels donc, soit les méthodes d'approximation, soit les algorithmes probabilistes, soit les deux, jouent un rôle important. Donc c'est un peu, si vous voulez, la conclusion, c'est qu'on a cherché à j'ai raté le La reconnaissance d'une entrée, c'est dire si deux mots vont être proches ou, tu vois, ou loin. Enfin, si tu peux passer de l'un à l'autre avec l'édition plus les déplacements, c'est-à-dire insertion, suppression, modification, déplacement, ou s'ils sont epsilon loin. Vous voyez, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une zone d'ombre. Hein, quand vous avez un testeur probabiliste, vous avez une zone grise. La zone où vous êtes epsilon proche. Bon. Et le testeur, il vous dit, ah bon, oui, si vous satisfaites la propriété, si la propriété est satisfaite, alors il accepte. Si la propriété est loin d'être satisfaite, il rejette avec très grande probabilité. D'accord? Bon. Maintenant, en général, souvent, les testeurs, si vous voulez, dans le cas où c'est epsilon proche, vous pouvez corriger. Ils fournissent en plus un outil de correction. Oui, mais ce qu'il faut voir, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça peut être, ça peut être exponentiel en 1 sur epsilon. OK? Mais la taille de la donnée, voilà. Autre question donc là, vous avez tout un champ de recherche qui s'est développé depuis les années 2000. Bon, là, ça a été appliqué depuis les années 2005-2006 dans le cas des automates. Pardon, je voulais passer à la conclusion. Donc voilà, on a cherché, si vous voulez, dans un premier temps, à distinguer entre des problèmes qu'on considérait comme difficiles. Dans certains cas, l'approximation permet de le faire, dans d'autres cas, non. Si on va un peu plus loin, qu'on s'intéresse à des problèmes de comptage, à ce moment-là, on doit, si vous voulez, les outils qu'on a à notre disposition sont des schémas d'approximation qui sont probabilistes. Je rappelle que les algorithmes probabilistes sont quand même ceux qui sont utilisés même pour des problèmes de la classe P, hein, parce que c'est le cas dans l'exemple de la primalité.
Et enfin, si vous voulez, ce genre de schémas sont très utiles pour réduire de manière exponentielle la complexité en espace, qui peut être rédhibitoire dans certains problèmes de vérification. Voilà, je vous remercie de votre attention.